Il y a des moments dans l'histoire des conflits militaires où une simple accumulation de mouvements logistiques change radicalement l'équation sur le terrain. Pas des déclarations, pas des communiqués, des bateaux qui bougent, des avions qui décollent, des hommes qui s'équipent. Ce que le Pentagone prépare en ce moment dans le Golfe Persique constitue précisément l'un de ces moments. Et ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une spéculation de chaînes d'infos en continu. Ce sont des faits vérifiables, publiés par le Wall Street Journal, le Washington Post et CNN, des médias qui, pour une fois, sont en train de dire exactement ce qui se prépare. Parce que la vérité, c'est que Washington ne prépare pas une sortie diplomatique. Washington prépare l'une des opérations amphibies les plus massives depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis non de l'analyste. Si vous suivez ce conflit avec sérieux, pas avec les résumés de 2 minutes des grandes chaînes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, vous ne le trouverez pas packagé de cette façon ailleurs. Et restez jusqu'à la fin parce que le scénario le plus dangereux, celui que personne n'ose modéliser en direct, arrive en deuxième partie. Commençons par les chiffres bruts. Parce que les chiffres ne mentent pas, même quand les discours politiques s'y efforcent. Fin mars 2026, la présence militaire américaine dans la région Moyen-Orient atteint environ 50 000 soldats déployés et pleinement équipés. À cela s'ajoutent les unités d'assaut amphibies et aéroportées récemment arrivées, 2200 marines à bord de l'USS Tripoli, partie de Californie, plus environ 1000 soldats de la 82e division aéroportés en transit. Le Wall Street Journal, dans une note publiée le 26 mars au soir, confirme un ordre d'urgence pour le déploiement de 10 000 soldats supplémentaires. On parle donc d'une force totale qui approche les 65 000 à 70 000 personnels, le niveau le plus élevé observé dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Ce n'est pas une posture défensive. Ce n'est pas un signal d'avertissement. Une force de 70 000 hommes avec des unités d'assaut amphibies ne se déploie pas pour négocier autour d'une table. Les médias occidentaux s'acharnent à présenter ces mouvements comme une option de dernier recours ou un levier diplomatique. C'est une lecture confortable. Ce n'est pas une lecture honnête, parce que pendant que Trump évoquait publiquement le passage de pétroliers dans le détroit d'Ormuz comme une victoire diplomatique, le Pentagone, lui, transférait 12 appareils A-10 Thunderbolt 2 de la base de Bangor vers la base britannique de Lakenheath, avec ravitailleurs en vol des A-10, des avions conçus pour une seule mission, détruire des blindés et des positions terrestres, pas pour dissuader, pour frapper. Alors quelle est la cible? Sur ce point, les analystes militaires sont unanimes, qu'ils viennent de Washington, de Paris ou de Londres. L'île de Karg, 20 km² dans le golfe Persique, une bande de terre à moins de 30 km des côtes iraniennes, et pourtant 90% des exportations de pétrole brut iranien transitent par ce point unique. Karg, c'est le robinet de l'économie iranienne. Couper Karg, c'est couper le financement de la guerre, c'est asphyxier le régime financièrement en quelques semaines. L'armée américaine a déjà frappé l'île dans le cadre de l'opération Epic Fury. Plus de 90 cibles militaires détruites, stations radars, silos à missiles, centres de commandement. Tout cela rasé par des bombardiers B-2 Spirit, des F-35 et des missiles Tomahawk. Mais l'infrastructure pétrolière, elle, n'a pas été touchée. Trump l'a dit lui-même au Financial Times, nous avons fait preuve de retenue. Ce n'est pas de la modération, c'est du calcul. On préserve la cible pour la phase suivante, et cette phase suivante, le Pentagone l'a déjà cartographiée. Voici ce que les experts militaires, américains et européens, modélisent pour y pour une prise de Karg. Nuit J-1, des unités Delta Force et du 75e régiment de Rangers infiltrent l'île par hélicoptère MH-6 Little Bird et MH-60 Black Hawk en vol rasant pour éviter les radars. Objectif: neutraliser silencieusement les batteries de missiles côtiers et les stations radars. C'est l'ouverture de la porte. Dès que la défense aérienne est dégradée, les Marines entrent en jeu. Les MV-22 Osprey, ces aéronefs à rotor basculant qui peuvent transporter des dizaines de soldats à grande vitesse, décollent de l'USS Tripoli et de l'USS Boxer. Des débarquements simultanés sur plusieurs points de la côte pour fractionner la défense iranienne. Les véhicules blindés arrivent par LCAC, ces aéroglisseurs militaires capables de poser des blindés directement sur une plage. En parallèle, la 82e division aéroportée saute depuis des C-17 et C-130 pour sécuriser les terminaux pétroliers, les installations portuaires, les centres de communication.
Au sol, les Apaches KH-64E assurent l'appui-feu. Dans le ciel, les F-35B fournissent la couverture aérienne. Et les EA-18G Growler brouillent l'ensemble des systèmes radars et de communication iraniens sur un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Durée estimée de l'opération initiale, 24 à 48 heures pour sécuriser l'île. C'est techniquement faisable. C'est ce que disent les planificateurs. Mais voici ce qu'ils n'affichent pas sur les écrans de briefing. Le général Jean-Marc Vigilant, de l'armée de l'air française, l'a formulé sans détour. Les capacités iraniennes ont été fortement dégradées, mais pas anéanties. Les Iraniens ne sont pas complètement démunis. Leur intérêt stratégique est de faire durer le conflit parce qu'ils s'y sont préparés depuis des années. Ce n'est pas une voix pro-iranienne. C'est un officier de l'armée française, formé à l'école de guerre, qui lit les mêmes cartes que le Pentagone. Et il dit « faire durer ». C'est exactement ça le piège, parce que l'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre conventionnelle contre une force de 70 000 soldats américains avec une supériorité aérienne absolue. Ce n'est pas la stratégie iranienne. La stratégie iranienne, c'est de transformer la victoire américaine en bourbier. Et pour ça, Téhéran a travaillé pendant des décennies. Le Center for Strategic and International Studies, le CSIS, un think tank américain, pas une source hostile, a publié une analyse qui confirme ce point. Prendre Karg est faisable. Tenir Karg sous le feu de drones, de missiles balistiques et de missiles de croisière tirés depuis un continent situé à 30 km, c'est une opération d'une toute autre nature. Chaque jour de présence américaine sur l'île coûte en logistique, en munitions, en pertes potentielles, ce qu'une semaine de campagne aérienne ne coûte pas. C'est précisément le calcul du Long War Journal. L'Iran ne cherche pas à interdire le débarquement, il cherche à rendre le maintien insoutenable. Si vous suivez cette analyse jusqu'ici, vous comprenez pourquoi cette guerre n'est pas celle que Trump a vendue à ses électeurs. Une guerre de 4 semaines, chirurgicale, sans perte. Abonnez-vous si ce type de décryptage vous parle. Le bouton est juste en dessous. Et ce qui suit est encore plus critique, parce qu'on va parler de ce que l'Iran a mis en place pour transformer le golfe Persique en cimetière pour n'importe quelle marine qui oserait entrer. Revenons aux chiffres. Depuis la mi-mars, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est passé d'environ 51 navires par jour à moins de 3. Réduction de 95%, et ce n'est pas un blocus total, c'est pire, c'est un système de péage. L'Iran laisse passer certains navires sous conditions sur des routes qu'il approuve lui-même, moyennant, selon Lloyd's List, la référence mondiale du transport maritime, des paiements pouvant atteindre 2 millions de dollars par passage. Ce n'est pas une fermeture, c'est une démonstration permanente que c'est Téhéran qui contrôle le robinet. Et maintenant, l'Iran a transformé les abords de Karg en labyrinthe. Selon les derniers rapports de CNN, des champs de mines denses ont été installés dans les zones les plus étroites autour de l'île. Des batteries de missiles côtiers, les Khalij Fars et Hormuz 2, ont été repositionnées. Des embarcations suicides motorisées patrouillent en surface. Des essaims de drones sont en préposition. Le message est simple, entrez, si vous osez calculer le coût, et pendant ce temps, un deuxième verrou menace de se fermer. Le vice-ministre de l'information des Houthis au Yémen a déclaré publiquement que la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, la porte d'entrée de la mer Rouge, passage obligé vers le canal de Suez, était une option viable. 10 à 12% du commerce maritime mondial passe par ce point. Et depuis la quasi-fermeture d'Ormuz, l'Arabie saoudite redirige déjà 5 millions de barils par jour via un oléoduc jusqu'à la mer Rouge, qui passe précisément par Bab el-Mandeb pour atteindre l'Asie. Si les Houthis ferment cette route, il n'y a plus de soupape de sécurité. Zéro. Les analystes énergie parlent d'un baril qui pourrait franchir les 150 $. Certains évoquent les 200. Ce ne sont pas des scénarios catastrophistes. Ce sont des projections de marché basées sur les flux existants. Alors, où en est-on réellement? Trump a suspendu les frappes pour 10 jours. Le monde entier a interprété ça comme une ouverture diplomatique. Mais regardez ce qui s'est passé simultanément. Déploiement de 10 000 soldats supplémentaires, repositionnement des Marines, transfert des A-10 en Europe. Un pays qui veut négocier ne bouge pas ses pièces aussi vite sur l'échiquier. Ce que le Pentagone prépare, ce n'est pas un plan B, c'est le plan A. Et voici le paradoxe que personne dans les grandes chaînes ne veut modéliser à voix haute. Si Trump lance l'opération terrestre sur Karg, il peut techniquement la remporter en 48 heures.
Mais il se retrouve alors propriétaire d'une île sous feu permanent, à 30 km d'un pays de 90 millions d'habitants, qui a passé 20 ans à se préparer exactement à cette situation. Une île que 14 soldats morts par semaine transformeront politiquement en catastrophe électorale. Un deuxième Irak, mais cette fois dans le golfe Persique, avec le prix du pétrole à 150 $ et l'économie mondiale déjà fragilisée. Marco Rubio a parlé de 2 semaines pour conclure les opérations aériennes. Les analystes militaires qui ont étudié ce dossier du Center for a New American Security, au CSIS, utilisent un autre mot, enlisement. Depuis le 28 février, 13 soldats américains ont été tués, plusieurs centaines blessés. Et la guerre n'a qu'un mois. La seule question qui reste ouverte, et c'est celle que je suivrai pour vous, est celle-ci. Est-ce que Trump est prêt à assumer le coût politique d'une opération terrestre que ses propres généraux lui décrivent comme une victoire à 48 heures, suivie d'une guerre d'attrition sans horizon? Parce qu'en géopolitique, ce qui compte n'est pas le premier jour, c'est le 300e. Ce que vous venez d'entendre, c'est de l'information publique, vérifiable, sourcée, Wall Street Journal, Washington Post, CSIS, CNN, Lloyd's List, Général Vigilant. Ce n'est pas du complotisme, ce n'est pas de la propagande. C'est ce que les planificateurs lisent le matin et ce que les grandes chaînes ne synthétisent pas parce qu'elles ont choisi un angle avant d'avoir lu les faits. Abonnez-vous. Le bouton est en dessous, c'est gratuit. C'est ce qui fait remonter cette vidéo dans l'algorithme. Et c'est ce qui me permet de continuer à produire ce type d'analyse au moment où en avoir besoin. Le briefing est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite.